Bonjour à vous tous. Merci à Bénédicte Herbinet pour cette introduction. Bonjour Christian Hugues. Voilà, je suis heureux alors de partager quelques instants avec vous, mais il faut d'abord que je partage l'écran, ce que je vais faire. Voilà. Donc Jean Jouzel, je ne suis pas un spécialiste, alors c'est très sympa de m'inviter. Bien sûr, j'apprécie d'être invité à cette journée Casse d'Art. Je ne suis pas moi-même spécialiste du monde agricole, hein, donc même si j'en suis issu et toujours très proche, mais j'ai beaucoup d'intérêt, donc bien sûr, sur tout ce qui est lié au réchauffement climatique et euh, finalement à tous les secteurs d'activité qui sont concernés. Alors j'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire que le réchauffement climatique, c'est pas son affaire. C'est vrai pour le monde agricole et très souvent, d'ailleurs, beaucoup des secteurs d'activité le sont sur les trois volets, disons, importants, sur les quatre volets importants, tels qu'ils sont d'ailleurs déclinés dans le GIEC, la contribution au réchauffement climatique, ils sont souvent aussi aux premières loges pour les conséquences, et puis c'est aussi partie des solutions. Et puis généralement, il y a une nécessaire adaptation. Donc c'est un peu cela que je vais vous dire, disons que le secteur agricole est vraiment, en tout cas, il y a un lien très fort entre climat et secteur agricole. C'est tellement évident pour chacun d'entre vous, tous ceux qui nous écoutent, que dans le temps, le climat est au cœur de l'agriculture. Donc, alors, bon, d'abord, vous rappelez que le réchauffement climatique est une réalité. Voilà, donc 2020 a été une année, enfin, l'année la plus chaude depuis 150 ans. En fait, il y a 3 années, 2016, 2019 et 2020, qui se tiennent main dans la main. Bon, 3 années très chaudes. Les 6 dernières années, c'est les plus chaudes qu'on ait connues depuis 150 ans. Voilà, et 2020 est la première année sans phénomène El Niño qui soit une année très chaude. Donc voilà, la réalité du réchauffement climatique, elle se traduit d'abord dans les températures à la surface de la planète, avec cette année 2020 qui est pratiquement une année record, avec 2016-2019, sont 3 années qui sont main dans la main. Les 6 dernières années ont été les plus chaudes que nous avons connues depuis 150 ans. Et pour ce qui concerne 2020, c'est une année sans phénomène El Niño, ce qui n'était pas le cas de 2016. Donc c'est vraiment une année record. Ce n'est pas une surprise, ce réchauffement climatique, puisque par nos activités, euh, nous avons modifié la composition de l'atmosphère depuis allez, maintenant à peu près 2 siècles. Euh, alors, ce graphique, disons, avant tout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les composés à effet de serre. Alors, le premier composé à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'agissons pas directement sur la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas pour le gaz carbonique. En fait, il a augmenté de 45%, ça c'était 2015. Vous voyez, on a déjà augmenté de près de 3 ou 4% depuis 2015. Le méthane qui a été plus que multiplié par deux, le protoxyde d'azote augmenté de 20%. Alors, ces gaz à effet de serre, la propriété est relativement simple, c'est qu'ils piègent une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Alors, l'effet de serre est quelque chose de bénéfique, hein, mais c'est vraiment son augmentation qui nous pose problème, disons. Alors, elle se traduit d'abord à quoi est-elle due, son augmentation. euh, voilà, les trois quarts, c'est vraiment lié à l'énergie, hein, donc c'est avant tout du gaz carbonique, du CO2. Et sur les 20% restants ou à peu près, eh bien, il y a une partie qui est liée à l'agriculture, disons, au système agriculture-alimentation, je dirais plus précisément, le méthane, disons, bon, les rizières, les décharges des ruminants pour le protoxyde d'azote, les engrais, les fumiers, mais il y a aussi une contribution des combustibles fossiles. Voilà. Donc, le résultat, qui est tout à fait bien établi, c'est qu'en modifiant la composition de l'atmosphère, on a tout simplement augmenté le chauffage. On a augmenté le chauffage d'à peu près 1%, et ce 1% tient compte du fait que par nos activités également, cette fois par la pollution, hein, la pollution enfin la pollution industrielle, la pollution urbaine, la pollution automobile, eh bien nous modifions aussi la composition de l'atmosphère en aérosol. Et là, c'est plutôt ça contrecarre une partie du réchauffement lié à l'augmentation de l'effet de serre de l'ordre de 20%. Donc,
en gros, on a augmenté le chauffage de 1%. Et il ne faut pas être surpris que quand on augmente le chauffage, eh bien, la température augmente et c'est ce que nous vivons en particulier depuis les années 50. Le monde agricole dans tout cela, à ce premier niveau, donc on connaît, voilà, donc je donne des chiffres au niveau mondial. Donc depuis, beaucoup les chiffres sur lesquels je vais m'appuyer viennent du dernier rapport du GIEC sur le changement climatique et l'utilisation des terres. Voilà, euh, donc quelques chiffres, hein. L'agriculture contribue à 44% des émissions de méthane et à 90% des émissions de protoxyde d'azote, hein. Donc le total des deux compte pour 20%. Vous voyez, donc l'agriculture, d'ailleurs on y reviendra, c'est je crois 11 ou 12% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Donc il y a aussi, il faut aller un peu plus loin. Donc si on tient compte pas simplement de l'agriculture, mais agriculture, alimentation, on arrive à 30% parce que souvent les chiffres ne sont pas clairs dans la tête. Donc il y a vraiment la production de l'agriculture au niveau mondial, c'est plutôt 11 ou 12% des émissions de gaz à effet de serre. Si on tient compte maintenant du système alimentaire dans son ensemble, y compris le transport bien sûr, des produits et tout, un transport, stockage, entreposage et conditionnement, on passe à 30%. Des fois, il y a confusion entre ces deux chiffres. Voilà, et puis je souligne et je reviendrai, disons, le gaspillage alimentaire qui est loin d'être négligeable. Alors, de ce 1% d'énergie supplémentaire, en fait, il n'y a que 1% utilisé dans l'atmosphère. L'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. 93% vont dans l'océan. Et c'est donc dans l'océan qu'il faut, disons, aller voir la réalité du réchauffement climatique. Et là, le constat est vraiment sans appel. En fait, cette élévation du niveau de la mer, qui est très bien documentée, nous en sommes actuellement entre 3 et 4 mm par an, elle résulte pour un tiers du réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe et il se dilate, et pour l'essentiel du reste, de la fonte des glaces. Les glaciers continentaux, mais depuis aussi une trentaine d'années maintenant, le Groenland et l'Antarctique, hein, les grandes calottes glaciaires. Donc en fait, nous avons dans cette élévation du niveau de la mer un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc c'est ce qui nous a amené à dire que le réchauffement climatique est sans équivoque. Pour nous, c'est une certitude et sans précédent sur au moins les 2000 dernières années, et à conclure, dans le dernier rapport du GIEC, qu'une large part de ce réchauffement résulte déjà des activités humaines. En fait, grosso modo, depuis les années 50, nous avons pris 1 degré en moyenne planétaire, plus au niveau de la France. Hein. Au niveau de la France, nous sommes plus sur un rythme de 3 dixièmes de degré par décennie. Eh bien, de ce degré supplémentaire, il peut être complètement expliqué par nos activités, tandis que les causes naturelles de réchauffement climatique, par exemple la variabilité de l'activité solaire, ne peuvent expliquer sur cette période au mieux qu'1 dixième de degré. Hein. Disons, il n'y a pas photo, ce sont vraiment nous, nos activités, qui sommes collectivement à l'origine de ce réchauffement. Un point peut-être plus important, si on revient 30 ans en arrière, c'est que tout était dit ou presque dans le premier rapport du GIEC. C'est-à-dire que le climat que nous connaissons aujourd'hui est celui que les modélisateurs du climat avaient anticipé dans les années 80 à travers ces modélisations qui sont présentées dans le premier rapport du GIEC en 1990. Anticipé en termes de rythme du réchauffement climatique, nous sommes en moyenne à l'échelle planétaire sur un rythme de 2 dixièmes de degré par décennie. Sur cette amplification polaire montrée ici, c'est-à-dire que le réchauffement est plus important sur les régions de l'Arctique qu'en moyenne globale, il l'est moins sur l'océan. Anticiper également sur une accélération du niveau de la mer. En fait, le niveau de la mer au XXe siècle, c'était plutôt un peu moins de 2 mm par an. On en est actuellement entre 3 et 4 mm par an, et ça, c'était prévu, cette accélération d'élévation du niveau de la mer. Il était également prévu depuis en tout cas le début des années 2000, l'intensification de certains événements extrêmes, intensification que l'on perçoit déjà. Donc, vraiment, le fait que les modélisateurs, il y a 30 ans, aient correctement envisagé l'évolution de notre climat, doit nous inviter
à prendre au sérieux ce qu'ils nous disent à horizon de 2050 et au-delà. Alors que nous disent-ils? Alors ils nous disent, voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce vers quoi nous irions, j'espère que nous n'irons pas, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Prenons un scénario émetteur. Nous sommes quand même sur ce scénario émetteur, nous ne l'avons pas vraiment quitté depuis une trentaine d'années. Les émissions de gaz à effet de serre ont plus que doublé depuis les années 70. Donc, malgré tous les engagements, tous les accords dont je vous dirai quelques mots. Donc, ce scénario émetteur, eh bien, on irait vers des températures, des réchauffements moyens de 4 à 5 degrés. C'est énorme, hein, c'est le même réchauffement que celui que notre planète a connu entre le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans et le début de la période actuelle il y a 10 000 ans. Mais vous voyez, en moyenne, c'est 50 à 100 fois plus rapide. Ce que nous faisons actuellement à notre planète est 50 à 100 fois plus rapide que ce qu'elle a connu pour sortir de la dernière période glaciaire. Donc l'amplitude est la même. Donc, disons par rapport, nous allons prendre maintenant cette hypothèse d'un réchauffement, je dirais, non maîtrisé, un scénario émetteur. Je vais assez rapidement je vais vous donner quelques exemples des conséquences de ce réchauffement climatique en vous disant tout de suite qu'elles sont telles que ne rien faire n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Mais disons, examinons quand même ces conséquences si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, on les classe en 5 catégories, je ne vais pas les détailler. Bon, j'ai déjà parlé des extrêmes climatiques, de phénomènes irréversibles comme l'élévation du niveau de la mer, et puis des conséquences sur la nature qui nous entoure, mais aussi sur les populations. Et par rapport à la nature qui nous entoure, eh bien, si je ne prends pas les conséquences une par une, mais dans leur ensemble, il est clair qu'une des premières conséquences, c'est de risque d'accroissement des inégalités. Risque d'accroissement des inégalités, ça vaut évidemment à l'échelle planétaire. Il y a des pays qui sont plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique que d'autres, et ce sont très souvent des pays qui ont très peu contribué aux émissions. Et puis c'est vrai aussi dans un pays comme le nôtre, dans des pays développés. Eh bien, dans les pays développés, ce sont très souvent les couches les moins aisées de la population qui sont aussi les plus vulnérables. Donc, disons, prenons l'exemple simplement de ces vallées de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, qui sont régulièrement inondées à cause des événements méditerranéens. Eh bien, disons que les gens qui vivent dans ces vallées, qui y habitent, auraient probablement le souhait de les quitter. Ceux qui ont les moyens peuvent le faire, ceux qui ne l'ont pas, eh bien, sont condamnés à garder leur habitat. On voit bien qu'il y a une injustice, de même, une canicule à Paris, eh bien, ceux qui ont les moyens disons, de quitter Paris l'été, dans ces périodes caniculaires qui ne sont pas très agréables, le font, d'autres ne peuvent pas le faire. Et généralement, c'est une question de revenus. Donc, il y a cette injustice, une fragilité des bas revenus par rapport aux causes du réchauffement climatique. Et puis, il y a aussi, quelquefois, on y ajoute, disons, une fragilité dans des mesures qui sont proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. Prenons le cas de l'augmentation de la taxe carbone il y a maintenant pratiquement 3 ans. Eh bien, elle était envisagée, elle aurait affecté telle qu'elle était envisagée de façon 3 fois plus importante les bas revenus que les hauts revenus. De façon relative, bien sûr, ce sont les hauts revenus qui auraient été le plus affectés par l'augmentation de la taxe carbone, mais en termes relatifs, les bas revenus auraient été 3 fois plus affectés que les hauts revenus. Donc, et disons, cette injustice qui est en partie, en tout cas, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Alors, quelques exemples maintenant. Eh bien, le monde agricole, c'est clair que quand on regarde la productivité agricole, eh bien, le réchauffement climatique ne lui est pas favorable. Là, vous voyez, vous avez les 4 cultures principales sur lesquelles, je dirais, nous-mêmes et le bétail, disons, se construit, le blé, le riz, le maïs, le soja. Eh bien, disons, il y a des régions où la productivité augmente, elles sont en bleu, voilà, et puis il y a des régions où la productivité diminue, hein, disons, des termes agrégés en jaune et marron. Eh bien, vous voyez, à mesure que le réchauffement climatique se met en place, au début, eh bien, disons, dans la décennie actuelle, c'est à peu près équilibré. Il y a des régions qui gagnent, des régions qui perdent. Et puis, à mesure que le réchauffement climatique se met en place, les régions qui perdent en termes de productivité prennent le pas de façon très nette sur les régions qui gagnent. Donc,
des conséquences, déjà aussi, le réchauffement climatique a déjà affecté la sécurité alimentaire, hein, c'est un des messages forts de ce rapport sur l'utilisation des terres. Donc il y a certaines cultures dans les régions tropicales, le maïs et le blé qui ont diminué. Il y a des rendements à l'inverse, c'est un peu ce que j'ai dit là, mais vous voyez, si pour le moment c'est à peu près équilibré, hein. Il y a aussi le rendement de certaines, disons, cultures qui ont augmenté. Voilà, il y a donc ça, semble bien établi. C'est une baisse du taux de croissance des animaux et de leur productivité dans les systèmes pastoraux. Ça, c'est pour l'Afrique. Et puis, il y a tous ces problèmes de maladies, de ravageurs de maladies qui réagissent au changement climatique. Donc, il y a déjà des conséquences du réchauffement climatique observables aujourd'hui dans le monde agricole au sens large. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas que la température, hein, tout aussi important pour le monde agricole, pour l'agriculture, les territoires, sont les précipitations. Alors là, qu'envisage-t-on? Eh bien, là, j'ai pris le cas de l'Europe. Les zones en vert sont là où les précipitations augmentent. Elles augmentent en particulier l'hiver sur le nord de l'Europe sans aucun intérêt, hein, pratiquement, sauf d'accroître le risque d'inondation. Et en revanche, elles diminuent l'été et en particulier sur l'ensemble du pourtour méditerranéen de façon importante, hein. Il peut y avoir 2 fois moins de précipitations à horizon dans la deuxième partie de ce siècle, hein. Là, on parle des 20 dernières années de ce siècle. Dans un cas où le réchauffement serait entre 3 et 4 degrés à la fin de ce siècle, eh bien, c'est important parce que moins de précipitations, ce sont les ressources en eau, l'agriculture qui est affectée évidemment, les feux de forêt qui deviennent plus fréquents et comme ça affecte les deux rives de la Méditerranée, on peut, disons, s'attendre à enfin, disons, des mouvements de population probablement plus intenses, donc cette notion de réfugiés climatiques. Euh, Risques de feux de forêt, eh bien, ils sont bien là, hein. Quand on regarde ces risques de feux de forêt, là, j'ai pris à horizon 2050, les zones en rouge sont les zones où le risque de feux de forêt sont maximum. Alors, si je vous montre la carte d'aujourd'hui, c'est vrai pour le pourtour méditerranéen, mais ce qui serait nouveau en 2050, eh bien, c'est que des régions en France, comme le centre, l'ouest de la France, qui actuellement ne sont pas très vulnérables par rapport au risque de feu de forêt, le deviendraient. Donc, c'est un monde un peu différent quand même. Et ça touche aussi, enfin, c'est plus ce système forêt-agriculture, mais on voit bien que ça touche quand même les territoires. Alors, que se passe-t-il en France? Alors, en France, là, il n'y a pas photo, hein, c'est 2020 qui a été l'année la plus chaude de toutes celles que nous avons connues. Donc, il y a déjà aussi des effets du réchauffement climatique, donc vous êtes assez familier, quel que soit l'endroit où vous allez pour les dates de vendange, se sont fortement avancées depuis les années 50 et en particulier depuis les années 80, hein, donc pratiquement pas loin d'un mois dans certaines régions. On peut aussi parler par exemple, voilà, des dates de floraison. Là, ce sont les golden aussi à Angers. Donc, disons, la nature réagit par rapport au réchauffement climatique. Le monde agricole, ce qui nous entoure, réagit comme on s'y attend en cas de réchauffement climatique. Alors, il y a des conséquences un peu plus, disons, proches de la productivité agricole. Les rendements en blé, disons, qui ont continuellement augmenté dans disons, dans la deuxième partie du XXe siècle, eh bien, on note une certaine stagnation et donc, il y a beaucoup de gens ici de l'INRA, donc, mais c'est une étude évidemment de mes collègues de l'INRA qui montre que, eh bien, disons, qui tente à dire cette stagnation a, disons, en tout cas partiellement pour origine l'évolution du climat, hein. Donc peut-être des sécheresses à répétition. Alors 2016 est une année exceptionnelle, hein, là c'est le contraire, c'est ces inondations dans le sud de l'île, enfin sur une large partie de l'île de France, hein, en tout cas le sud de l'île de France, et dans d'autres régions, qui a fait que disons que les rendements en blé ont diminué en 2016 de plus de 30%. Alors, je n'ai pas les données pour les dernières années, j'aurais probablement pu les ajouter. Alors, bon, quelques observations en France, hein. Donc là, je dois ça aussi, disons, à quelqu'un de l'INRA, donc Thierry Caquet, qui avait fait une présentation dans le cadre d'un colloque météo et climat. Enfin, je suis président de Météo et climat. Nous avions organisé
un colloque sur changement climatique et je crois agriculture, c'était peut-être pas le titre exact, et Thierry nous avait fait une très belle présentation, donc voilà, hein, donc pas de surprise, à des contributions à l'augmentation du rendement, augmentation du rendement pour certaines espèces, stagnation du rendement pour le blé, je vous l'ai montré, voilà, des récoltes plus précoces, tout cela, c'est des choses que j'ai dites, hein. Et sa conclusion plutôt est intéressante. Il y a des tendances négatives pour le moment, mais pas encore de menaces trop critiques au niveau national. Et il y a des opportunités qui sont offertes pour l'adaptation. Voilà, c'était donc la conclusion principale. Alors un point qu'il faut bien avoir à l'esprit, me semble-t-il, en France, c'est que, alors je vous ai parlé de modification des précipitations, même dans les régions où les précipitations ne vont pas beaucoup se modifier, comme le nord de la France, eh bien, l'évaporation va augmenter. Et si l'évaporation augmente, ça veut dire qu'il y a moins d'eau de surface. Et ça, c'est ce que nous disent les modélisations disons, des flux, des débits des fleuves et des rivières en France, qui, même dans le nord de la France, auront tendance à diminuer. C'est-à-dire les eaux de surface sont moins accessibles. Et ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Il faut vraiment prendre cet aspect en compte, hein. Donc, c'est vrai aussi, c'est encore pire pour les débits d'étiage d'été qui seront très affectés, semble-t-il, dans le nord, l'ouest de la France, bien sûr dans le sud également. Hein, donc, ce sont vraiment quelque chose qui est bien établi, le fait qu'il faut non seulement tenir compte des précipitations, mais également de l'évaporation qui va augmenter quand la température augmente. Donc, au niveau global, donc, je rappelle, là aussi, c'est toujours de la présentation de Thierry Caquet, hein, donc quand même que le premier rôle de l'agriculture, c'est d'assurer la sécurité alimentaire sur notre planète, et qu'il y a encore 2 milliards d'habitants avec une carence alimentaire, sous-alimentation, qu'il y aura probablement 9 milliards ou peut-être 10 en 2050, donc il faudra augmenter, hein, ça sont les chiffres donnés par Thierry Caquet, de 50% la production alimentaire à horizon 2050. Il y a des enjeux pour l'agriculture, le défi climatique dont nous parlons aujourd'hui, hein, donc voilà, dans cette l'agriculture elle-même prise, disons seule, je le redis, c'est plutôt 11% des émissions de gaz à effet de serre, euh, mais ce que nous allons redire rapidement, c'est qu'il y a aussi, bien sûr, j'ai dit jusqu'ici que l'agriculture était donc contribuait d'une certaine façon à des émissions de gaz à effet de serre, c'est bien établi. Elle est au premier rang des conséquences du réchauffement climatique, et ça, c'est aussi quelque chose que le monde agricole vit pratiquement tous les jours. Mais et il y a aussi, elle a aussi, disons, des opportunités via les mesures d'adaptation et aussi peut-être disons, d'adaptation et d'atténuation, en particulier le stockage du carbone dans les sols. Hier soir, j'ai eu le plaisir de faire une conférence, alors derrière l'écran, bien sûr, avec Stéphane Le Foll, et nous avons rediscuté du projet 4 pour 1000 qu'il a relancé et dont il m'a dit qu'il avait repris la présidence, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Voilà, Stéphane Le Foll reste très, très proche de ce projet 4 pour 1000 de stockage du carbone dans les sols. Évidemment, la forêt est importante également. Et puis, on va parler des réductions des émissions, mais et le fait que l'adaptation est absolument indispensable. Alors, bon, des mesures, bon, l'idée, c'est qu'au niveau toujours planétaire, il y a vraiment un potentiel important dans le secteur des terres en termes d'atténuation, hein. Donc, voilà, donc ça joue, on prend ça plutôt dans le système agriculture-alimentation, donc évidemment, le gaspillage alimentaire est quelque chose d'important, mais le potentiel technique, le potentiel est vraiment dans les activités de culture, d'élevage et d'agroforesterie. Alors, c'est très variable. Alors, c'est entre 2 et 3 milliards, et presque 10 milliards d'équivalent CO2. Je rappelle qu'en 2019, les émissions étaient de plus de 55 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Mais c'est, vous voyez, de l'ordre de 5 à, disons, jusqu'à pratiquement 20% que pourrait jouer ce système de l'agriculture. Il y a aussi les régimes alimentaires, vous voyez, plutôt un peu moins de 1 milliard de tonnes de CO2 pourraient jouer. Alors, c'est quoi ce potentiel? Eh bien, voilà, donc, donc il y a beaucoup, ces chiffres viennent voilà, donc, toujours de ce rapport
il y a un potentiel d'atténuation à travers les cultures. Donc le protoxyde d'azote, c'est important, hein, là aussi, aussi bien sur les fumiers que sur disons, les cultures elles-mêmes, l'utilisation des fumiers. Bon, voilà, donc son utilisation optimale, les problèmes liés aux émissions de méthane dans le cadre de la culture du riz, mais aussi bien sûr du bétail, et puis aussi, disons, ces engrais, les engrais en améliorer la production. Vous voyez, il y a différentes possibilités d'atténuation par rapport, je dirais, à l'agriculture, au système agricole dans son ensemble. L'alimentation elle-même, on ne peut quand même pas, j'en dis quelques mots, donc les pertes et gaspillages alimentaires, c'est de l'ordre de 25 à 30. Donc on parle de diversification des régimes alimentaires et je redis ce même chiffre, hein, ces transitions donc, pourraient aller donc une atténuation. Alors il y a des bénéfices pour la santé. Un des intérêts, c'est que si on tient compte aussi de la libération des terres qui serait possible si le régime alimentaire était modifié, ces terres pourraient être utilisées à d'autres effets. Et vous voyez, dans ce cas-là, si on tient compte de l'ensemble, ça peut nous emmener quand même vers quelques milliards de tonnes d'équivalent CO2 d'atténuation liées au système alimentaire. Bon, je vais pas, bon, le système alimentaire, voilà ce qu'on pourrait gagner si tout le monde était vegan, et donc voilà, suivant disons, le régime alimentaire adopté, évidemment, si on voit bien qu'il y a, disons, entre le vegan et le régime méditerranéen, ou bien, voilà, il y a des différences, hein. Disons, si tout le monde se mettait au vegan, on gagnerait 8 milliards on pourrait gagner jusqu'à 8 milliards d'équivalent de CO2. Donc, les options d'atténuation, hein, je ne vais pas être trop long, hein, puisque donc, voilà, ça résume, hein. Donc, ce qu'on pourrait gagner, la demande, la gestion des forêts, là aussi, ça peut être très important, mais ce n'est pas la discussion aujourd'hui. L'agriculture, je redis les chiffres qui sont un peu différents, ce sont ceux du 5e rapport du GIEC. Alors, il y a les 3 volets, hein, agriculture elle-même, perte et gaspillage alimentaire, c'est important, et les régimes alimentaires qui peuvent effectivement jouer dans les émissions. Alors, où en sommes-nous dans ces émissions? Eh bien, l'accord de Paris, voilà, l'accord de Paris nous fixe un objectif de prendre des mesures pour que, disons, le réchauffement climatique soit limité bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au pré-industriel, c'est-à-dire on a déjà pris 1 degré quand même, hein. C'est une mesure de bon sens. Quelle est l'idée du législateur, hein? Ce n'est pas l'idée de la communauté scientifique derrière cela, c'est que si on réussit à limiter le réchauffement climatique autour de 2 degrés, et c'est beaucoup mieux encore autour d'1,5 degré, eh bien, en gros, les jeunes d'aujourd'hui pourront s'adapter au réchauffement climatique, pourront s'adapter au climat qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle, au moins pour l'essentiel. Donc, c'est un climat différent de celui d'aujourd'hui, mais il y a une capacité d'adaptation, tandis que si on va vers 4 à 5 degrés, eh bien, disons franchement, par rapport à cette capacité d'adaptation, on joue avec le feu, en tout cas dans certains pays, dans certains secteurs d'activité, dans certaines régions de la planète. C'est ça le message de l'accord de Paris. Et nous sommes loin du compte actuellement. Donc en fait, nous sommes plutôt, là j'avais pris un chiffre de 2015, nous sommes maintenant déjà à 55 ou même 59 milliards en 2019 d'émissions de gaz à effet de serre. Donc si on va vers 2020-2030, alors on va regarder l'accord de Paris. L'accord de Paris est le décliné selon 4 hypothèses. La première, on ne fait rien. Eh bien, à horizon, l'accord de Paris, c'est les 10 prochaines années. Disons que si on ne faisait rien, on pourrait aller vers 65-70 milliards de tonnes à horizon 2030. Ça nous met sur une trajectoire de 4 à 5 degrés qu'il faut tout faire pour éviter. Les engagements de l'accord de Paris ne sont pas à la hauteur des objectifs. En fait, les engagements de l'accord de Paris nous emmènent vers 55 milliards de tonnes en 2030 et vers au moins un réchauffement d'au moins 3 degrés et demi à la fin du siècle. Alors, si on veut garder des chances de rester sur une trajectoire compatible avec 2 degrés, il faut passer par 40 milliards de tonnes en 2030 et divisé par 2, pratiquement 25 milliards de tonnes en 2000 pour 1,5 degré. En fait, l'accord de Paris actuellement ne nous fait faire qu'un tiers du chemin en termes de réduction de gaz à effet de serre par rapport à l'objectif 2 degrés, et qu'un cinquième du chemin par rapport à l'objectif 1,5 degré. Donc quand on parle de rehausser l'ambition de l'accord de Paris, ce n'est pas à la marge. Ce qu'il faudrait, c'est multiplier au moins par 3, voire par 5. Et on n'en a pas fini pour autant.
hein, puisque, et ça c'est maintenant quelque chose qui est sur la table, eh bien il faut aller vers neutralité carbone et disons, il faudrait mieux, si on veut garder des chances d'1,5 degré, que cette neutralité carbone soit respectée à horizon 2050, si possible à l'échelle planétaire. Alors, où en sommes-nous par rapport à cette neutralité carbone? Eh bien, on peut quand même voir, disons, une certaine note d'optimisme, hein, dans les annonces, puisque l'Europe a annoncé neutralité carbone en 2050. Joe Biden, disons, les États-Unis non seulement sont revenus dans l'accord de Paris, mais devraient annoncer neutralité carbone en 2050. En fait, il y a près de 80 pays qui ont annoncé neutralité carbone en 2050, hein, des grands pays, le Japon, la Corée, voilà, de beaucoup de petits pays, mais ça représente quand même plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, ou près de la moitié. On y ajoute la Chine qui a, elle, annoncé neutralité carbone en 2060. Et si ces objectifs étaient respectés, eh bien, nous pourrions avoir un certain optimisme. Mais respecter ces objectifs, c'est un changement complet de mode de fonctionnement de nos sociétés tout de suite. On ne respectera pas ces objectifs de neutralité carbone si on ne respecte pas les objectifs à horizon 2030, qui sont ambitieux pour l'Europe, par exemple, moins 55%, qui le sont pour la France, moins 40%, mais il est très probable que la France passe aussi à moins 55%. Alors ça, c'est par rapport à 90 et en tenant compte des puits quand même, c'est important. Donc, disons à horizon 2030. Donc c'est tout de suite qu'il faut agir. Il faut pas, on n'atteindra pas la neutralité carbone en 2050 si on s'y met en 2045. Ça, c'est très clair. Donc, j'écoutais hier soir disons, un reportage sur les discussions au niveau européen et la Pologne a effectivement annoncé qu'elle fermerait sa dernière centrale au charbon en 2049. Mais bon, c'est une façon peut-être un peu lente d'aller vers la neutralité carbone. Donc, vraiment, il faut bien saisir cette urgence climatique et puis aussi, comme le réchauffement est inéluctable, eh bien, cette nécessité d'adaptation habite tous les secteurs d'activité et le secteur agricole, évidemment, peut-être en premier lieu. Moi, je me suis beaucoup intéressé, disons, à travers, enfin, en tout cas, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je m'y intéresse, hein. Je suis allé parler à l'Institut de l'élevage récemment, par exemple, donc avec ces projets Climalais ou d'autres que vous connaissez, hein. Voilà, donc il y a, bon, par exemple, sur le vin, la cave, donc il y a une capacité d'adaptation qu'il faut saisir. Il faut jouer sur les deux leviers, les opportunités en termes d'adaptation et les opportunités en termes disons, en termes d'atténuation. Et j'ajouterais quand même dans ces opportunités en termes d'atténuation, alors ce n'est pas l'agriculture elle-même, mais c'est quand même toute la production des énergies renouvelables. Nous sommes au cœur des territoires, que vous fassiez de l'éolien, enfin, du solaire, de la biomasse, de la méthanisation. C'est quand même, ce sont les territoires qui sont au cœur du développement des énergies renouvelables. Et en tout cas en France actuellement, disons là, les terres sont encore largement sous le contrôle, et c'est très bien, du monde agricole. Et donc, il y a beaucoup à faire dans le monde agricole aussi, dans tous ces développements des renouvelables, et donc de participer à partir du développement des renouvelables à cette nécessaire atténuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jouzel, pour cette présentation extrêmement vaste et extrêmement éclairante et très, très, très documentée. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a pléthore de questions pour vous. On n'aura sans doute pas l'occasion de tous les aborder dans la mesure où votre temps est compté, mais je vais en poser quelques-unes. La première, elle est, beaucoup portent sur des différents leviers que vous avez mentionnés, évidemment. Mais avant ça, il y a une question sur la métrique qui est posée. C'est le pouvoir de réchauffement global est calculé à 100 Oui. ans dans les modèles. Et or, de nombreux scénarios de politique publique sont en 2050. Et donc, pourquoi pas avoir calculé un réchauffement global à 30 ans qui, par exemple, ferait ou pourrait faire doubler la part du méthane? Bon, d'abord, on le fait, c'est tout à fait exact, hein. La durée de vie du méthane est beaucoup plus courte dans l'atmosphère que celle disons, du CO2, mais aussi enfin, le protoxyde d'azote a aussi une durée de vie très longue, hein. Mmh. Donc, bon, pour le méthane, d'abord, ces calculs sont faits, mais je dirais que si on se place dans la logique, elle est que lorsqu'on se place dans l'hypothèse de l'accord de Paris, dans l'objectif de l'accord de Paris qui est de stabiliser le climat à long terme, c'est bien à 100 ans qu'il faut regarder.
Hein. Donc, effectivement, moi, disons, il y a une action rapide à faire sur le méthane, disons, si on agit sur le méthane, il y a un retour rapide, mais à long terme, c'est toujours le gaz carbonique, les dioxydes de carbone, aussi le N2O, sur lequel il faut agir. Donc, la logique du 100 ans est tout à fait, le 100 ans me semble logique dans le cadre de l'application et des objectifs de l'accord de Paris, mais on peut tout à fait mettre en avant des temps plus courts parce que ça montre effectivement de façon très claire que dans ce cas-là, le méthane joue un rôle plus important dans votre, disons, dans votre panier d'émissions de gaz à effet de serre. Et on voit bien que, disons, à court terme, agir sur le méthane est extrêmement et disons, peut-être très efficace. Mais ensuite, il faut maintenir ces actions dans la durée, parce que si le méthane recommence, on repart aussi. Hein, donc, on voit bien. Donc, mais ces chiffres existent, bien sûr, on peut les donner à horizon 30 ans, 20 ans, mais c'est tout à fait exact. On essaye de faire cela le mieux possible. Effectivement, c'est peut-être lié au fait que les émissions de gaz à effet de serre agricoles sont un peu spécifiques par rapport à pas mal d'autres secteurs avec un équilibre entre, carbone, enfin CO2, méthane et protoxyde d'azote qui est assez atypique par rapport aux autres secteurs économiques. Il y a 2 autres questions qui portent sur les incendies. Face au risque d'accroissement des feux de forêt, est-ce que compte fait, la stratégie, d'atténuation qui consiste à stocker du carbone dans la forêt est une stratégie pertinente, parce qu'on risque de les relarguer assez vite. Et comme il y a pas mal de participants de l'Ouest, ils s'inquiètent que dans une diapo, vous ayez présenté l'Ouest de la France plus touché par les incendies de forêt que l'Est de la France. Et pourquoi? Pourquoi il y en a Alors, plus? il y a ce risque parce que pour le moment, il y a des sécheresses. Il y a, bon, je n'ai pas regardé, mais disons que clairement, les feux de forêt sont quand même, disons, une fois qu'ils sont partis, disons, alors, il y a une différence fondamentale entre les feux de forêt en France et par exemple en Californie. En France, les feux de forêt sont essentiellement, disons, il y a très peu de feux de forêt naturels, pas plus de 10%, liés à des éclairs, ce qui n'est pas le cas pour la Californie où c'est le contraire. Hein. Donc, et en France, on maîtrise bien les feux de forêt. Donc, le risque probablement pour l'Ouest, c'est bon, une fois qu'il y a, il y a à la fois les températures, les sécheresses et aussi le vent. Hein. Peut-être que je pense que peut-être disons a été pris en compte dans cette carte. Alors je ne peux pas en dire plus, mais j'irai voir peut-être. Mais ce que je peux dire sur les feux de forêt, c'est que si il faut mener de front le stockage de biomasse dans la forêt et la prévention. Ce qui est remarquable, c'est qu'en France, malgré le contexte de réchauffement climatique, il y a beaucoup moins de feux de forêt, disons, à l'origine de désastres réels qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Là, disons, ça a diminué en France parce qu'il y a une vraie politique de prévention et c'est cela qu'il faut poursuivre. Donc je pense qu'il faut poursuivre la politique de prévention et stocker dans les forêts. Et je crois que c'est possible. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que nous disent les statistiques en France actuellement. C'est relativement bien conduit. Et ça le sera aussi, je l'espère, évidemment, dans l'ouest et dans le centre de la France. Une question sur les démarches individuelles que vous avez évoquées. À la fois comment donc la question c'est comment les initiatives individuelles, tri des déchets, économie d'énergie au foyer, mais on peut aller jusqu'au bout, la problématique de l'alimentation, dans quelle mesure elles seront suffisantes pour, changer la donne? Une extension de cette question, c'est quel est le système d'innovation et par exemple de système de taxation qui pourrait encourager cela? Est-ce que le système de taxation individuelle aurait des impacts, significatifs, par exemple sur la réduction, des pertes et gaspillages tels que les Coréens sont en train de le mettre en place, hein? Oui, alors sur les aspects individuels, donc je suis très marqué, hein, je suis plongé depuis un an dans la Convention citoyenne pour le climat, je suis membre du comité de gouvernance, ce qui est tout à fait passionnant. Et donc, bon, on rappelle quand même, disons, ça a été organisé autour disons, de se loger, se nourrir, se déplacer. En fait, la mobilité, le logement, l'urbanisme, l'alimentation, ça représente quand même plus de 60% des émissions. Et donc, ce sont quand même des décisions individuelles de chaque jour qui peuvent orienter dans le bon sens par rapport aux émissions de gaz à effet de serre ou plutôt y contribuer de façon plus importante. Donc, mais cette décision individuelle, elle est bien sûr très liée à ce qui se passe largement au niveau des régions. Hein. Par exemple, quand on va parler de bâtiments, d'urbanisme, de mobilité, c'est pas au niveau de l'État, c'est plutôt au niveau des métropoles, des collectivités. On ne peut pas prendre des transports en commun s'ils n'existent pas de façon simple. Donc c'est important l'effort individuel. Chacun d'entre nous, on est concerné. Hein. Donc
ne faut pas le négliger du tout, au contraire. Donc, sur la taxation, moi je pense que la taxation, la taxe carbone devrait être mise en œuvre, mais il faudrait qu'elle soit juste, c'est-à-dire que je dirais de façon relative, elle n'affecte pas plus les bas revenus que les hauts revenus. Et puis, les pays où la taxe marche, c'est les pays où on sait à quoi elle sert, hein, ce qui n'est pas le cas en France. Donc c'est très clair, il faudrait, disons, par exemple, si on savait qu'elle sert au développement de transports en commun dans une région, d'ailleurs qu'elle soit régionalisée serait beaucoup plus astucieux, plus proche des gens, et ça permettrait, je pense, une meilleure acceptation. En tout cas, c'est ce que montrent les études qui sont faites dans d'autres pays. Alors, un quota individuel, nous en discutons, il y a beaucoup de discussions aussi sur les quotas individuels d'émissions de gaz à effet de serre. Mais bon, ça serait trop long de revenir là-dessus. Mais ça existe. Merci beaucoup. Il y a plein de questions autour de la problématique de l'élevage donc si on supprime l'élevage ou on le réduit, de fait, on est obligé on stocke moins de carbone sous les prairies. Enfin bref, il y a des tas d'impacts. De la même façon que si on passe en bio, on doit augmenter les surfaces de territoire occupées parce que la production est plus faible. Et donc, au-delà de rentrer dans le détail de ça, en fait, si on essaie de prendre une vision un peu globale, c'est comment dans les approches du GIEC, on arrive à intégrer l'ensemble des effets directs, des effets indirects, et plus largement toutes les questions de changement d'allocation des sols qui peuvent être induits par les différentes formes agricoles. Oui, effectivement, c'est ce qui est fait. Ben, je pense aussi que c'est fait au niveau de l'INRA, d'organismes comme l'INRA. Il faut prendre ce problème dans son ensemble. Et c'est pour ça que, enfin, disons, j'aime mieux parler du système agriculture-alimentation, disons, dissocier complètement le système agriculture du système alimentation n'a peut-être pas beaucoup de sens. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre de façon assez globale et en examiner toutes les facettes, effectivement. Et c'est ce qu'essaye de faire le rapport du GIEC, c'est-à-dire à chaque fois, et je me souviens être intervenu lors enfin, de l'assemblée plénière de la FNAB une année, et effectivement, disons, c'est pas si simple de montrer que le bio, en termes, disons, placer le bio, l'agriculture conventionnelle, l'agroécologie, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas si simple parce qu'il faut tenir compte de tout, effectivement, de l'utilisation des sols. Et bon, moi, j'en suis pas spécialiste, mais vous avez raison, Christian, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire prendre toute la dimension, y compris utilisation des terres, y compris transport, et c'est cela qu'il faut prendre. Et c'est ce que font quand même au mieux les gens, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Donc, mais voilà, c'est plutôt. Mais je crois qu'au niveau français, c'est aussi bien fait à travers l'INRA et à travers les spécialistes de l'INRA. Il y a une question qui a été posée, qui n'est pas dans les plus poussés, mais que j'ai vue, c'est quel poids on donne au transport à très longue distance. Alors, transport par bateau consomme peu d'énergie et émet peu de CO2. Par contre, ils émettent beaucoup de composés soufrés ou de protoxyde d'azote parce qu'ils brûlent des résidus. Est-ce que, qu'en fait, on donne assez peu de poids à cette question-là, sans doute parce que pondéralement, elle est assez limitée, mais est-ce qu'il n'y a pas une action à agir enfin, Si, alors pourquoi on en donne peu de poids dans les négociations? Parce que de façon assez astucieuse, mais aussi éthiquement, je dirais, répréhensible, et le secteur de l'aviation et le secteur du transport maritime se sont exclus de l'accord de Paris d'une certaine façon. Je dis ça un peu de façon un peu rude, mais c'est quand même un peu ça, en disant qu'ils ne pouvaient pas, disons, les arguments ne sont pas vraiment convaincants. Ça représente quand même, c'est presque équivalent, hein, les deux, hein, donc le transport maritime dans son ensemble et le transport aérien. Disons, donc, il y a effectivement, on arrive à pas loin de 4% au total actuellement. C'est pas négligeable, mais ça peut être une très forte augmentation et il faut être très attentif, y compris au transport maritime. Alors c'est moins important par tonne transportée, mais disons au total, si on prend transport maritime, transport aérien, voilà, il y a quand même des chiffres assez significatifs et disons un système qui fait qu'elles sont un peu en dehors des contraintes de l'accord de Paris. il n'est pas question de les faire re-rentrer dans l'accord de Paris? Si, bien sûr, il y a beaucoup de discussions, mais non, c'est pas simple de les faire rentrer complètement dans l'accord de Paris. Le secteur aérien fait des propositions, le secteur maritime également, mais ce sont des il y a pas, disons, dans l'accord de Paris, leurs émissions ne sont pas comptabilisées réellement disons, dans les objectifs. D'accord. Alors, on est arrivé au bout, mais je vais quand même vous poser une toute dernière question. Je vais répondre vite. Non, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces questions, et enfin toutes ces réponses à des questions compliquées. Et donc, la question, c'est Jean-Michel Escura qui l'apporte. Objectivement, est-ce qu'il est encore possible de viser le plus 1,5 ou le 2 degrés? Selon vous, c'est quoi votre Euh, sentiment alors, très mon, particulier? mon sentiment, c'est que ça serait, bon,
disons, on peut être raisonnablement encore optimiste pour les 2 degrés, 1,5 degré, c'est vraiment très dur, hein. Donc, mais bon, c'est affiché par, il faudrait une neutralité carbone sur l'ensemble des pays à horizon 2050 et des émissions négatives. Et là, le rôle de l'agriculture est très important, hein, donc de la forêt, de l'agriculture. Je crois qu'il faut maintenir cet objectif ambitieux pour faire le mieux qu'on peut. Vraiment, le plus proche on sera de 1,5 degré et il faut espérer pas trop loin de 2 degrés, plus ce sera facile aux jeunes d'aujourd'hui, au monde agricole, de s'adapter au réchauffement climatique. Parce que donc c'est ça le message. Donc il faut faire vraiment le maximum. Et je pense, et je terminerai là-dedans, disons, tous les secteurs d'activité sont concernés. Le monde agricole, je le redis, l'est vraiment. Il l'est à travers ses émissions, à travers les conséquences très claires, le lien très clair entre climat et agriculture, hein, météo et agriculture, je dirais, climat. Et puis, il y a quand même des opportunités à saisir. Et donc, je n'ai absolument pas de conseils à donner au monde agricole, mais je pense que la meilleure façon d'aborder les prochaines décennies, c'est d'abord, disons, non seulement d'accepter la réalité du réchauffement climatique, mais de l'intégrer à son modèle de développement. Hein, disons, c'est vraiment ça le message que je souhaite donner. Je n'ai pas de conseils précis à donner, mais il faut vraiment accorder une très grande confiance à ce que nous disent les scientifiques. Je le redis, il y a 30 ans, ces scientifiques ont dit ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera en 2050, c'est vraiment ce que nous disent les scientifiques en termes de précipitation, et donc c'est cela qu'il faut faire et intégrer ces données. Merci beaucoup de votre écoute à vous tous. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Merci de ne pas être trop. Je pense que vous avez souligné à quel point le changement climatique, enfin, le climat est un bien commun et on a trop tendance à l'oublier. Bien commun pour nous et pour la génération d'après. Merci beaucoup pour Merci cette beaucoup. intervention. Merci de votre temps et à très bientôt. Merci, Christian. Au revoir. Au revoir. Alors,